Après le 13h, une émission de la rédaction. Et pour ce dernier rendez-vous donc de cette émission après le 13h, nous recevons Aileen Collomb. Alors c'est bien Aileen ou Eileen Aileen, voilà, on garde cet accent anglais. Alors Aileen Collomb, on rappelle que vous êtes vous allez bientôt vivre une aventure extraordinaire puisque vous serez formé à l'ONU pour l'ONAG tout d'abord. Mais avant de parler de ce qui vous attend, on a évoqué deux sujets, j'imagine, qui font écho, notamment ce projet Montagne d'Or pour le député écologiste européen Yannick Jadot. Eh bien, ce dernier considère que le gouvernement n'a pas enterré le projet. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Alors, oui, je pense que c'est une piste, effectivement, parce qu'on a pu voir dans le passé que le consentement libre et éclairé préalable des autochtones n'avait pas été respecté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une forme de consultation. Néanmoins, est-ce que cette consultation était nécessaire ou reflète effectivement la réalité ? Je ne pense pas. C'est similaire avec le permis de chasse. Là, le Grand Conseil coutumier, effectivement, remet en cause le consentement des autochtones. Est-ce qu'il a été consulté ? Est-ce qu'il a été assez consulté ? C'est la question qui se pose. Donc pour vous, il faut rester vigilant ou il faut se fier au gouvernement à propos de ce projet Montagne d'Or et une autre réflexion bien évidemment pour le permis de chasse, d'abord pour la Montagne d'Or ? Oui, je pense qu'il faut rester très très attentif. Je ne veux pas dire méfiant, mais attentif. Très bien, alors on rappelle que vous allez vivre cette aventure puisque Aileen Collomb avec 35 autres autochtones venus d'un peu partout, vous serez formés donc par l'ONU, vous êtes membre de l'ONAG et comment tout cela va se passer exactement, cette aventure que vous allez vivre ? Alors oui, donc j'ai été sélectionnée parmi plusieurs candidatures. Effectivement, elle a été parrainée par l'ONAG parce que je suis membre depuis 2007. Il faut vraiment attester qu'on est dans une organisation et qu'on œuvre pour la cause. Alors du 24 au 19 juillet, donc pour ce passage à l'ONU, on vous a briefé auparavant. Est-ce qu'il y a des préalables à effectuer avant d'effectuer cette formation ? Oui, alors oui, bien sûr, parce que le programme de bourse, donc à l'intention des peuples autochtones, nécessite certaines connaissances, notamment tout ce qui est le Conseil aux droits de l'homme. Il faut connaître ses instruments, il faut connaître son mécanisme, il faut aussi avoir certains outils nécessaires. Donc, effectivement, préalablement à cette formation, j'ai dû réviser mes cours comme tout le monde. J'ai dû avoir accès à une plateforme justement en ligne, donc d'apprentissage du Grand Conseil aux droits de l'homme en fait. C'est nécessaire, ce sont des bases nécessaires pour l'appréhension de cette formation qui sera très intensive. Alors le droit, vous connaissez le droit d'ailleurs, vous souhaitez être avocate. Est-ce que cette intégration au sein de l'ONU pour vous est désormais un objectif dans votre carrière ? Alors c'est une belle opportunité. Un objectif dans ma carrière. Alors, on pourrait dire oui, parce qu'effectivement, vu que je vais faire une formation en droit autochtone, si par la suite je deviens avocate, effectivement, ce serait une première en Guyane d'avoir une avocate spécialisée en ce droit autochtone. Avocate spécialisée dans le droit autochtone, justement, on y arrive sur la cause. Alors en Guyane, pour vous, avec cette vision que vous commencez à faire naître, quelle est la cause à combattre, quelle est la cause pour laquelle il faut se battre pour vous ? Alors je ne vais pas vous mentir, il y a plusieurs aspects dans la cause même qui sont fondamentales, essentielles même à traiter. Mais effectivement, le foncier revient souvent au centre des discussions. Le foncier, oui, à mon avis, le foncier est très très fondamental pour les autochtones. Pourquoi expliquez-nous en quoi, parce que vous donnez ce premier exemple du foncier. Votre avis là-dessus nous intéresse. Pour vous, c'est un des combats à mener, un des principaux combats, c'est-à-dire ? Alors, je vais vous donner un exemple. Je suis originaire du village Paddock, à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, le village Paddock est étendu, bien sûr, sur une zone d'usage collectif, mais cette zone devient quelque peu saturée. Nous avons eu accès, normalement, par un arrêté, à peu près 4000 hectares. Il faut savoir qu'il était de la compétence de la mairie de faire appliquer cet arrêté. Néanmoins, il y a eu quelques déboires et jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas.
Donc ce sont des choses qui peinent justement et qui nous entravent un peu dans notre liberté justement d'utiliser ce territoire qui nous avait été attribué. Bien sûr qu'il y a le domaine de l'État, hein, mais on a eu un droit d'usage collectif dessus. Et donc, à mon avis, c'est un très gros problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce premier projet de la SARA. Il faut savoir qu'il y a un autre projet aussi sur cette zone de port industriel. Donc, cela entrave notre liberté, notre droit. Pour vous, il ne faut pas mettre en place de projet dans le secteur ? Non, à mon avis, il faut mettre en place des projets. Néanmoins, ce qui me chagrine, c'est que ces projets sont à 700 mètres, 800 mètres du village Paddock. Et ça risque d'avoir des répercussions sur nos modes de vie. Donc, à mon avis, oui, c'est un sujet très, très important à approfondir. Alors, comment, pour vous, cette cohabitation doit se faire ? On parle justement de foncier. Alors, sur le droit coutumier, le droit donc qui concerne tout le monde, hein, le droit administratif, j'ai presque envie de dire, de l'État. Comment faire cela cohabiter ? Est-ce que pour vous, la cohabitation, déjà, elle est optimale ? Sinon, bien comment l'améliorer ? Alors, elle connaît quelques lacunes. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, la France ne reconnaît pas réellement nos droits. Hein. Il faudrait venir à modifier le premier article de la Constitution et à mon avis, la France n'est pas encore prête. Donc c'est un combat de tous les jours qui risque d'être difficile. Néanmoins, on peut justement essayer d'améliorer, si vous voulez, les besoins des peuples autochtones en les incorporant dans la législation française. On a avec nous Franck qui est en direct par téléphone au 31 9000. Franck, bonjour. Bonjour et bonjour à votre invité. Alors, s'agissant de ce qu'on pourrait appeler le combat amérindien en Guyane française, on sait très bien que fondamentalement, ce sont les questions liées à la terre ou aux terres, au territoire et à la question des ressources naturelles qui forment un des socles, un des piliers des revendications donc des Amérindiens de Guyane. S'agissant du programme de bourse qui se déroule dans le système de l'Organisation des Nations Unies, c'est une résultante d'un long combat qui date du début des années 80 et qui a été instauré par l'Assemblée générale des Nations Unies exactement dans le cadre de la première décennie des peuples autochtones de Guyane avec un appel au fonds de contribution volontaire. Je pense qu'effectivement l'initiative de cette association-là qui mandate quelque part donc notre guyanaise, c'est vraiment le cas de le dire, il faut l'encourager. C'est vrai qu'il manque des cadres, mais je pense que s'agissant du combat amérindien, il est effectivement donc extrêmement important qu'on puisse envoyer des boursiers pour qu'ils puissent cerner la question des droits des peuples autochtones dans le système des Nations Unies, notamment dans le processus du Conseil des droits de l'homme. Alors, question directe, c'est comment à son retour, elle va partager toutes les connaissances acquises dans les villages avec les chefs coutumiers et avec les associations amérindiennes. Merci. Merci Franck pour votre intervention. Une réponse à Franck à sa question ? Oui, effectivement, l'objectif de cette formation est de retransmettre mes connaissances, ce que j'ai pu apprendre. Alors, j'aimerais premièrement effectuer des visites dans plusieurs villages, dans les villages possibles où je pourrais me rendre et effectuer des réunions avec les chefs coutumiers, avec les villageois, parce que à mon avis, tout le monde est concerné, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient chefs coutumiers, qu'ils soient juste villageois. Il est important de faire passer l'information. Et oui, il y a eu des retombées parce que le vice-président de l'ONAG a pu participer au programme de bourse l'année dernière. Et d'ailleurs, vous parlez donc d'Alexandre Sommer ? Exactement, le vice-président de l'Organisation des Nations autochtones de Guyane a pu participer à ce programme de bourse et d'ailleurs a pu être vacataire à l'Université de Guyane où il a pu donner le cours de connaissance de l'Amérique du Sud où justement il a pu mettre une partie sur le droit coutumier, sur le droit autochtone. Donc je trouve que c'est une belle chose puisque nous avons une visibilité, même universitaire, parce que même des étudiants qui ne sont pas autochtones, mais qui suivent ce cours, ont justement la connaissance, ont justement cette connaissance de nos droits. Alors, lorsque vous allez donc vous rendre donc à l'ONU, vous allez prononcer un discours aux côtés justement du vice-président de l'ONAG. Discours déjà préparé ? Alors non,
Non, du tout, non. Pourquoi? Vous attendez, vous serez aux côtés. Alors, j'imagine que la réflexion est en cours. Pourquoi pas préparer pour vous? Alors, parce que justement, le but de cette formation sera dans la préparation de la prise de parole, parce qu'il y a toute une forme à respecter lorsqu'on prononce un discours à l'ONU, enfin devant des représentants des commissions permanentes de chaque États pays, membres, voilà. des États membres, voilà. Donc, il y a une forme à respecter. Effectivement, cette forme, je ne l'ai pas encore réellement, mais j'attends tout cela de la formation. Et à l'issue de cette formation, je pense avoir une idée très, très claire de ce qu'on attend de moi. Vous semblez déjà avoir des idées claires sur certains projets, cette fameuse tournée des différents villages que vous souhaitez effectuer. Il y a tout de même cette question qui peut revenir, enfin qui revient. Il y a le droit autochtone, il y a ce combat amérindien, le combat guyanais plus globalement qui concerne tout le monde. Est-ce que là aussi, vous y réfléchissez ? Oui, effectivement. Parce qu'effectivement, je suis autochtone, mais je suis également guyanaise. Et effectivement, la Guyane, c'est quoi? Alors, c'est la cohésion de plusieurs communautés, effectivement. Donc oui, j'y pense. Alors justement, vous y pensez, ça nous intéresse un peu, cette réflexion que vous avez plus en profondeur, vous y pensez, c'est-à-dire? Alors j'y pense par exemple dans ma carrière d'avocate, parce qu'effectivement je souhaite à la suite de cette formation, parce qu'à la suite de cette formation j'aurai un certificat attestant d'être expert en droit autochtone, effectivement. Néanmoins, même si j'aspire peut-être à me spécialiser en droit autochtone, il faut savoir qu'il y a également d'autres matières dans le droit dont j'affectionne particulier, par exemple les relations collectives de travail. Donc les relations collectives de travail, ça peut toucher tout le monde, ça touche tout le monde dans le monde du travail. Donc ça touche un public plus large. Alors vous êtes jeune, vous n'avez pas d'appréhension de vivre tout cela, on vous sent relativement confiante. Écoutez, oui, j'ai 24 ans. Quand je suis partie à la suite de l'admission de Sciences Po, je suis partie, j'avais 18 ans. J'étais plus jeune, j'appréhendais encore plus. J'étais plus craintive peut-être, parce que bon, je suis partie du foyer familial, c'était une première, c'était dur au début. Non, je pense que là, en prenant plus d'âge et puis de l'expérience à travers mon cursus universitaire, le milieu associatif, etc. Non, je pense que je relativise, je me dis qu'il y a que des points positifs à prendre. Et donc, non, je suis super excitée à l'idée de partir. Alors, calendrier en termes, pour informer un peu les auditeurs, vous partez quand? Comment tout cela va se passer? Donnez-nous quelques dates clés avant votre départ. Alors, moi, je pars demain. Je prends l'avion demain soir. Donc, la formation commence lundi 24. Et je serai de retour en Guyane le 20 juillet. Juste au lendemain, donc, puisque c'est jusqu'au 19 juillet, donc vous n'allez pas tarder. Dès le lendemain, vous êtes de retour. Je suis de retour en Guyane, prête à travailler sur le terrain. Aileen Colomb, donc merci d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle que vous allez donc partir pour cette formation au sein donc de l'ONU. Vous êtes membre de l'ONAG, et bien en tout cas vous partez demain. Ça y est, ça a été dit. Vous partez demain pour vivre cette aventure. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce dernier numéro de